Dans la partie suivante, nous allons étudier la synthèse malonique. Donc c'est une synthèse qui va utiliser également les propriétés du H mobile. Alors elle se décompose en 4 étapes, d'accord, 4 étapes successives, hein, c'est pas tout dans le même pot en même temps. Et donc l'intérêt est de passer d'un dérivé halogéné Rx à un acide carboxylique avec en plus un carbone supplémentaire. Donc on a un allongement de chaîne et en même temps une fonctionnalisation du radical, du substrat Rx. Donc je vais vous présenter les étapes. Donc les étapes sont les suivantes. Malonate d'éthyle en milieu basique avec l'éthanolate de sodium. Ensuite un traitement basique pour faire une saponification. On avait déjà vu ça précédemment, la saponification. Une acidification pour repasser donc à l'acide et un chauffage pour une décarboxylation. Alors on va présenter le mécanisme sur un exemple. Voilà. On va laisser R, c'est pas bien grave. Et on est parti. Alors, le malonate d'éthyle. Donc la molécule, c'est la suivante. Donc c'est OOL, ça c'est un diéthyle. Donc on a un diester, pardon. Donc on sait que le H qui est ici, là, en alpha, il est en alpha, donc de deux groupes, mésomères attracteurs, et donc avec une base. Alors la base du jour, c'est et au moins. C'est et au moins parce que on peut pas utiliser justement on va pas utiliser une base trop forte comme LDA, on pourrait, mais on va se passer de ce luxe, et on peut pas utiliser OH- parce que si on utilise OH-, la réaction qui a lieu sur un ester avec OH-, c'est une réaction donc de la forme suivante, ce qu'on appelle donc une saponification. La saponification permet de transformer un ester entre guillemets en savon, d'où son nom en fait en carboxylate, c'est-à-dire on récupère un groupe polaire là avec le carboxylate au bout. Donc ça vous avez déjà dû rencontrer en biologie, et l'alcool qui était l'alcool de l'ester. Donc en fait cette réaction là qui est une réaction de saponification, d'accord, on va l'utiliser dans la suite pour une autre raison. En tout cas, on ne l'utilise pas maintenant pour arracher le H en alpha. Le H en alpha, on va l'utiliser avec l'alcoolate. L'alcoolate qui va permettre donc d'arracher le H en alpha sans faire donc l'estérification. Donc, une fois qu'on a arraché ce H en alpha, on sait que c'est possible parce qu'il est stabilisé par mésomérie à cause des groupes attracteurs voisins. Je vous laisse écrire les formules mésomères. Et donc, on a donc ce carbanion qui va servir donc de nucléophile donc dans la suite, et on va faire réagir donc ce nucléophile sur Rx, voilà, avec une SN classique. Donc évidemment SN1 ou 2, ça va dépendre de la classe de l'halogénoalcane. Alors je vais dessiner donc le produit de cette réaction là en dessous, et donc on arrive à donc créer une liaison carbone-carbone, et donc à rajouter, à allonger la chaîne carbonée. Voilà, donc ça c'est, j'allais dire, presque l'étape essentielle, c'est celle qui crée la liaison carbone-carbone, qui nous intéresse en chimie, donc en chimie organique tout particulièrement. Et donc dans la suite, c'est un traitement pour raccourcir un peu ce groupe-là diester. Donc la première étape, c'est une saponification. Donc la saponification, c'est ce que je vous ai montré avant, ça va enlever, c'est une hydrolyse de l'ester, donc hydrolyse basique, et on récupère donc les carboxylates, puisqu'on est justement pas en milieu, on est en milieu basique, donc on va récupérer les carboxylates. Donc ça c'est l'étape 2, la saponification. L'étape suivante, c'est de repasser en milieu acide pour récupérer justement le diacide et pas le dicarboxylate. Voilà, donc ça c'est l'étape 3. Et l'étape 4, en fait, c'est un chauffage toujours en milieu acide qui va décarboxyler, c'est-à-dire on va perdre un CO2, d'accord, c'est-à-dire qu'ici on va perdre tout le CO2 et on va récupérer donc juste donc un acide carboxylique avec donc toujours le proton ici. Et donc on a bien allongé la chaîne carbonée, c'est-à-dire qu'on est parti d'un groupe Rx ici, et on a rajouté CH2 COH.
Voilà, donc ça c'est le bilan et une explication partielle des mécanismes, puisque l'année prochaine on étudiera ça un peu plus en détail et on verra en particulier le mécanisme de la saponification et de la décarboxylation. Là pour l'instant retenez-le comme une suite de réactions dont on va dire la principale reste la création de liaisons carbone-carbone et donc la mobilité du H en alpha, qui est la réaction qui nous intéresse particulièrement dans ce cours. On regarde ensuite une application, une synthèse d'une phéromone, enfin en tout cas le début de la synthèse, et donc on part, vous voyez, pareil, du malonate d'éthyle, du malonate de diéthyle, donc comme avant, on sent venir la synthèse bien sûr malonique, et traité par un équivalent d'éthanolate de sodium, donc ça c'est l'alcoolate qui va servir de base pour arracher le H en acide, et on l'oppose au 1,2 dibromoéthane pour obtenir un dérivé A qui va être traité en solution diluée pour éviter les réactions intermoléculaires, donc sous-entendu pour faire une réaction intramoléculaire, de nouveau par l'éthanolate de sodium. Quelles sont les réactions possibles, etc. Donc, bien sûr, quand on utilise donc la base, donc l'éthanolate de sodium, on va chercher le H en alpha, comme d'habitude. On arrive donc à former le carbanion qui va nous servir de nucléophile, et ce nucléophile donc va réagir sur le dérivé dihalogéné qu'on a en dessous, et donc on fixe, de toute façon c'est symétrique, il n'y a pas de souci, et on arrive donc à allonger comme ça la chaîne carbonée comme on l'a fait précédemment dans la présentation de la synthèse malonique. Voilà, donc on arrive à ceci, avec bien sûr la liaison carbone-carbone créée à cet endroit-là. Vérifier qu'on a le bon nombre de carbone au moment de faire la liaison carbone-carbone. Et donc on retraite ce composé-là par de l'éthanolate de sodium, et donc on demande qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réaction. Alors évidemment, comme on est en plein dans le cours sur le H en alpha, on pense à arracher le H en alpha, le deuxième, donc il y en a toujours un qui est stabilisé par les deux groupes carboxyles voisins, les deux fonctions ester, et donc on peut évidemment partir sur j'arrache le H en alpha, et je reprépare donc un nucléophile de type carbanion pour la suite. Et comme on m'avait plus ou moins soufflé l'idée d'une réaction intramoléculaire, je vais faire un truc un peu bizarre. Voilà, je vais faire une réaction intramoléculaire et je vais obtenir donc un cycle à 3. Alors les cycles à 3 sont pas les pires. Alors c'est une raison orbitalaire, mais en tout cas on peut les croiser même dans la nature. Voilà, donc on arrive à ce composé là, qui est donc le composé B, il me semble. Voilà, B est formé justement dans les conditions justement diluées pour éviter les réactions intermoléculaires et faire de l'intramoléculaire. Alors j'ai pas répondu à la question totalement, puisque la question c'était qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre réaction. Alors en fait là je me suis surtout intéressé au H en alpha, mais en fait le fait d'avoir ici un dérivé halogéné fait que je peux avoir, alors je vais l'écrire comme ça pour simplifier, je peux avoir toutes les réactions qu'on a quand on met et au moins sur un dérivé halogéné. D'accord, c'est-à-dire le cours sur substitution nucléophile et élimination. Donc je peux avoir bien sûr une SN directe, ça c'est possible aussi, et donc ça, ou je peux avoir une élimination, puisque le H ici, je peux aller le chercher plutôt pour faire une élimination, et à ce moment-là, j'aurai un alcène. Voilà. Donc ça, ce sont les deux principales réactions parasites que je peux envisager. Voilà, puisque alors c'est plutôt des SN2 et E2, puisqu'ici la classe du carbone est primaire. Et donc, comme on travaille avec une base efficace, en fait, on va plutôt travailler sur le H en alpha. De toute façon, on donne la formule brute du produit. On voit qu'il n'y a pas 5 oxygènes, il y en a 4. Donc les 4 qui sont dans les 2 x 2 esters cachés dans R là.
et non pas le cinquième rajouté par une SN. Il n'y a pas non plus de proton éthylénique, c'est-à-dire de type alcène, donc on n'a pas non plus l'élimination. Donc il faut chercher justement du côté de ce que j'ai fait, donc la C-alkylation intramoléculaire. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On traite par de l'hydroxyde de sodium, donc la soude, après acidification et chauffage, on obtient un composé C. Donc ça, évidemment, c'est l'étape de saponification, puis de décarboxylation, et donc on va arriver à la fin au produit qui a perdu, donc qui a été donc saponifié, donc qui perd les fonctions ester au profit des fonctions carboxylate, puis en acidifiant en fonction acide carboxylique, et enfin à la décarboxylation. Donc, in fine, le produit final, il n'y a plus que COOH. D'accord, ça c'est pour C. Donc, c'est la suite de la synthèse malonique. Bon, évidemment, le produit ne reste pas comme ça. Il y a une suite de synthèse non détaillée, mais c'est plus l'objet du sujet ici. Voilà. Donc, dans cette idée d'utiliser le malonate de diéthyle, on peut envisager d'autres réactions. Donc là, on a fait des C-alkylations, c'est-à-dire qu'on s'est servi de SN à partir donc, du carbanion formé. Là, on a fait des réactions de substitution nucléophile. Et en fait, on va voir ce qui se passe si on fait des réactions d'addition nucléophile. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais pas non plus insurmontable. Voilà, donc on est parti. Alors on va reprendre les étapes de la synthèse malonique, mais non plus pour les appliquer à un dérivé halogéné via une substitution nucléophile, mais pour les appliquer sur un aldéhyde, donc un groupe carbonyle, via donc une addition nucléophile. Donc on va partir du propanal et effectuer exactement les mêmes étapes. Donc si on part du propanal et bien sûr du malonate de diéthyle, hein, on a ceci qui est mis donc en présence, donc toujours pareil, de l'éthanolate de sodium pour arracher sans souci, c'est-à-dire sans se préoccuper des groupes ester, pour arracher donc le H mobile en alpha, donc des deux groupes carboxyles voisins. Donc on récupère un nucléophile, et cette fois-ci, le nucléophile, on ne le fait plus réagir sur un dérivé halogéné, mais sur un aldéhyde, et donc on va effectuer, là on n'a pas le choix, on va pas pouvoir faire de SN, on va effectuer donc une addition nucléophile. Donc addition nucléophile, voilà ici, et donc on va allonger la chaîne carbonée un peu différemment. Donc on ne touche pas au reste des groupes pour l'instant, et on crée donc la liaison carbone-carbone, donc à ce niveau-là. D'accord, on expulse donc la liaison créée. Oups, pardon, elle n'est pas là, elle est là. Oui, alors là, la géométrie est pas terrible, hein, je me suis un peu planté. Je vais redessiner ça mieux, et donc, comme on est en milieu donc alcool, hein, éthanol, puisque donc il y a évidemment un peu d'éthanol dans le milieu, on va avoir équilibre et échange de protons entre les deux, entre l'alcool et l'éthanolate ici, enfin l'alcoolate pardon ici. Donc on va récupérer donc temporairement avec une réaction acide-base donc l'alcool ici. Donc je suis en milieu basique, d'accord. J'ai toujours un H ici en alpha. Alors je vous rappelle que le produit qu'on est censé obtenir, c'est un acide NOïque, hein, donc avec un alcène. Et donc en fait, comme on est toujours en milieu basique et qu'on a toujours un H en alpha, on va chercher ce deuxième H en alpha. Donc soit on le cherche avec et au moins, soit on le cherche directement avec ce au moins en intra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver avec de nouveau donc le carbanion comme ceci. Et cette fois-ci, au lieu de faire une autre addition nucléophile ou une SN, on fait donc l'élimination
Et ça, je vous rappelle que c'est ce qu'on avait appelé le mécanisme E1CB. Donc, on récupère comme ça un alcène. Et c'est après qu'on fait donc les étapes de saponification. Donc là, avec OH-, donc la soude, on va faire la saponification, qui permet donc de ne plus avoir les fonctions ester. Et on va faire la réacidification, pour récupérer donc les acides carboxyliques. Et la dernière étape, donc le chauffage, pour faire la décarboxylation. Et donc on récupère cet acide carboxylique qui est bien un pinte N. On a bien, de toute façon, on est parti de 3 carbones sur le propanal. On a rajouté 2 avec la synthèse malonique. Donc on a bien un pinte pentoïque avec en position 2, puisqu'on est 1 ici. 1, 2, voilà, en position 2. L'alcène, d'où l'acide pinte 2-NOïque. Voilà pour cette synthèse. Alors les exercices 17, 18, 19, on se les réserve pour l'année prochaine, puisque ça fait appel à des réactions d'addition-élimination qu'on n'a pas encore rencontrées sur justement les dérivés d'acide. Là pour l'instant on a toujours travaillé sur des fonctions carbonyles, aldéhyde cétone, pour faire des additions nucléophiles. Et on n'a pas justement la saponification, j'ai été obligé de vous zapper le mécanisme. Donc là c'est pareil, on va utiliser dans les exercices suivants, on utilisera justement ces mécanismes un peu particuliers sur les fonctions carboxyles, c'est-à-dire les fonctions de type acide carboxylique, ester, chlorure d'acide, etc. La dernière réaction que l'on va aborder dans ce cours est la réaction de Wittig. Donc l'idée c'est de partir d'un halogénoalcane, de le transformer en ylène en utilisant du phosphore et une base forte, et de l'opposer, donc cet ylène, à un carbonyle, et on obtient comme ça en fait une condensation des deux fonctions de départ, donc le dérivé halogéné et le carbonyle. Alors la force motrice de la réaction, c'est la formation, comme sous-produit on va avoir un oxyde de phosphore, parce que la liaison présente une énergie très importante, et donc ça déplace la réaction dans le sens désiré. Alors pour le mécanisme, on va donc, je vais donc expliciter le mécanisme sur des exemples plus simples, je ne vais pas mettre R1, R2, etc. Là, on va prendre des molécules toutes simples. Alors, on va d'abord travailler sur le dérivé halogéné, donc je vais prendre le dérivé halogéné tout simple, et on va l'opposer donc au triphénylphosphore. Donc Pφ3, Phi pour les groupes phényl, et donc on a un doublé non liant, donc le phosphore est dans la colonne de l'azote, c'est un nucléophile, doublé non liant, et puis on fait donc une SN2 sur mon exemple, puisque j'ai pris un halogénoalcane primaire, et donc on arrive comme ça à Pφ3+, avec le groupe R, alkyle, voisin fixé, et le X- qui est parti. D'accord ? Donc ça, réaction assez classique. Et ensuite, c'est mis en présence d'une base très forte, le butylithium. Donc là, en fait, le H voisin du phényl va pouvoir être éliminé via justement cette base forte. Et on va récupérer comme ça. Alors, soit vous l'écrivez directement sous forme d'ylène, c'est-à-dire avec la double liaison, soit vous le laissez sous forme de deutérion, c'est-à-dire de diion, avec Pφ3+, et le carbanion. Voilà, donc en fait, alors ça, le fait que le H puisse partir avec une base très forte, là, de toute façon, on a une base qui a un pK au-delà de 40, N butylithium. Donc de toute façon, la justification elle est pareille, elliptoquantique, on a les orbitales du phosphore qui peuvent stabiliser l'orbital du carbanion. Ça on passe la justification, vous retenez qu'en fait c'est comme ça qu'on passe à l'ylène ou l'ylure, d'accord, qui est une forme mésomère de l'ylène. Et donc ce composé là, alors moi j'ai oublié non c'est bon, j'ai rien oublié, j'ai pas oublié de liaison ni de carbone, toujours de carbone, et donc ça on va le faire réagir sur un carbonyle,
Voilà. Donc on a notre nucléophile, hein, comme d'habitude, le carbanion là. Et donc là, on n'a pas trop le choix, on part sur une addition nucléophile. Et donc on va obtenir le produit intermédiaire avec un au moins ici, la liaison qu'on vient de créer, d'accord, et donc moi j'ai fait une bêtise, pardon, j'y retourne, donc la liaison qu'on a créée, elle est ici, d'accord, voilà, elle est là. Voilà, donc on a ce O- et ce P+, en fait, on va pouvoir, on aurait pu d'ailleurs directement faire réagir le doublé non liant quand il se rabat directement sur le P+, ou on le fait après, c'est pas très important, et donc on obtient cette espèce de forme bizarroïde là. Voilà, donc là on n'a plus les charges, hein. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que là on a soit on rabat le doublé comme ceci et on récupère le O- et le P+, soit justement on en rabat un autre, ce qui va être le cas ici, et on va récupérer comme ça le P-3 en rabattant comme ceci, d'accord. On va récupérer donc justement ce qui nous intéresse, donc là j'ai oublié une liaison ici, voilà, l'alcène qui était issu donc de la réaction, d'accord, qui était le but de la réaction, faire l'alcène à partir donc du carbonyle et d'un autre dérivé halogéné, et on récupère au-dessus O, P, Phi3, donc cet oxyde de phosphore qui présente une liaison PO très, très stable, et donc qui est une des forces motrices de la réaction, même si c'est bien sûr pas ce produit-là qui nous intéresse, mais bien le produit organique ci-dessous. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme. Ce qu'il faut bien retenir, c'est en gros l'idée générale. Hein. L'idée générale, c'est qu'on est parti de ça plus de ça, et en gros, via toutes les étapes, on a réussi à condenser tout ça et à récupérer donc un alcène directement. Voilà. Donc évidemment, on est passé par PFI3 pour récupérer donc l'oxyde, et on a éliminé bien sûr l'halogénure. Donc ça c'est la réaction de Wittig, donc très importante puisqu'elle permet donc de créer des liaisons carbone-carbone, double ici, mais donc l'essentiel étant d'allonger la chaîne carbonée. On va regarder une application. Donc à partir de l'iodométal et du propanal, et de tout réactif, comme seul réactif organique, hein, et de tout réactif minéraux, on veut faire le but de N en passant par un réactif de Grignard, donc un dérivé organomagnésiens. Donc je récapitule, hein, on a donc ça et ça, et on veut arriver donc à faire le but de N. Donc qui dit réactif de Grignard dit je passe par l'organe magnésien, donc je passe par l'iodure de méthyle magnésium, et je sais que là j'ai affaire à un bon nucléophile, et donc ça là je sais que c'est un peu équivalent à un méthylure, hein, un M-, MgI+, puisque je sais que cette fois-ci la polarité est en faveur pour l'électronégativité du carbone, et donc c'est le carbone qui est delta-, et donc qui va faire une addition nucléophile. Donc ça c'est pour la création de la liaison carbone-carbone, hein. Donc ça on a déjà vu, et donc je récupère comme ça un allongement de chaîne, voilà, au moins, et j'ai fixé donc le méthyle. Je vais faire un peu mieux, voilà, le méthyle. Il suffit ensuite de faire une hydrolyse, hein, pour récupérer un alcool, hein, ça on sait faire. On va pas laisser l'alcoolate comme ça, et donc on a un alcool. Je vais inverser ici, je vais mettre le OH là. Et donc quand on a un alcool, pour passer à l'alcène, c'est pas compliqué, il suffit de faire une déshydratation. D'accord, je reprotonne, je chauffe, donc en protonnant je passe
H2O+, qui est un bon groupe partant, je peux faire l'élimination. Alors quand je fais l'élimination, alors je vais quand même faire le mécanisme pour vous rappeler ça. Quand je fais l'élimination, donc j'ai en protonnant, donc je crée un bon groupe partant, et donc je me retrouve avec un carbocation. Donc une fois que le groupe partant est effectivement parti, hein, et ce carbocation, ben, soit j'élimine le H à gauche, soit le H à droite, et donc soit j'obtiens, si j'élimine le H de gauche, ça, soit j'obtiens cet alcène là. Or, d'après la règle de Zaïtsev, on sait qu'on obtient majoritairement l'alcène le plus stable. Alors, il y a également le Z. Hein. Donc, parmi les trois, ben, j'obtiens majoritairement donc l'alcène le plus substitué, et en plus le E devant le Z. Donc, si on fait la réaction, c'est sûr qu'on aura très majoritairement celui-là. Voilà, donc on obtient bien le but de N majoritairement si on fait une réaction de type organomagnésien. Maintenant, si on voulait obtenir uniquement le butin N, d'accord, qui est la question qui suit, et pour obtenir le butin N, est-ce que c'est possible, donc selon la réaction de Grignard? Évidemment non, puisqu'on vient de voir que, bah, en gros, vu que de toute façon, une fois qu'on a fait l'alcool, on va toujours éliminer du côté où c'est l'alcène le plus substitué, donc c'est foutu. Donc on attaque une réaction de Wittig pour voir ce qui peut se passer. Donc on va évidemment utiliser les mêmes réactifs, hein, donc ces deux-là en composés organiques, sauf qu'on va utiliser des composés minéraux, donc on va utiliser PFI3, etc. pour partir sur une réaction de Wittig. Alors je vais effacer un peu tout ça. Je pars donc sur les mêmes réactifs, hein, sauf que cette fois-ci je pars sur l'idée d'une synthèse de Wittig. Donc je commence par l'action du triphénylphosphore, hein, et j'arrive donc via une SN à ceci. Avec une base forte, j'arrive donc à l'ylène, ou on va plutôt l'écrire sous forme d'ylure, CH3- P-Phi3+. Voilà. Et donc j'ai donc le doublet non liant là de l'ylure qui va pouvoir donc faire l'addition nucléophile sur le dérivé carbonyle là, et donc j'obtiens comme produit, je vais le faire comme ceci. J'ai encore oublié le truc, voilà. P-Phi3+. Donc la liaison que j'ai créée, elle est bien sûr ici, d'accord. Et donc après, ben, je vous ai fait le mécanisme précédemment, hein. Après on sait qu'on on récupère donc justement l'alcène à ce niveau-là, d'accord, et on obtient donc un alcène terminal et comme sous-produit donc l'oxyde de phosphore. Voilà. Donc là, en revanche, avec la synthèse de Wittig, on a réussi à avoir un alcène terminal, ce qui est un des avantages de cette réaction. Dans le cas où on souhaite faire justement un alcène peu substitué, ça va être compliqué de le faire avec une réaction de Grignard. Et donc, c'est un des atouts de la synthèse de Wittig. Voilà donc pour cet exercice. On regarde la suite. On va regarder donc les exemples suivants. On parle d'éthanol en milieu basique avec un chauffage. On récupère un composé A et de l'eau. Donc là, il y a une déshydratation. L'éthanol en milieu basique, il n'y a pas 36 réactions, c'est une aldolysation. Donc aldolysation, c'est condensation de lui-même sur lui-même. Et donc là, comme on a une déshydratation, on va avoir une première fois le H en alpha qui part pour faire l'addition nucléophile et donc l'aldolysation, et une deuxième fois, il repart pour faire la E1CB et donc éliminer la molécule d'eau, et donc on obtient donc le produit de condensation aldonique via la crotonisation. Donc on obtient ça. C'est l'exemple que j'ai traité dans le cours sur ce chapitre, hein. Donc je ne vais pas refaire le mécanisme. Donc ça c'est le composé A. Ce composé A, on le met de côté pour l'instant, et on regarde ce qui se passe dans la suite. Donc on part de cette molécule-ci, donc un acide carboxylique en présence donc d'un ester.
en présence d'un ester, donc d'un alcool, pardon, donc le butyl OH, et on obtient donc en catalyse acide, APTS c'est l'acide paratoluène sulfonique, on obtient donc une réaction d'estérification. Donc celle-là, pareil, elle n'est pas encore au programme, on la verra l'année prochaine, mais bon, on obtient un ester, donc l'ester de justement entre cet acide-là et cet alcool-là, donc on va obtenir Br, je vais l'écrire sous forme topologique, donc CH2COOBU. Voilà, donc ça c'est le composé B, c'est une estérification, c'est rien d'exceptionnel, hein. Je vous la donne, et ensuite on le traite par PFI3 et une base forte, ils ont pris l'hydrure de sodium. Donc bon, ça on sait que c'est pour passer donc à l'hydrure. Donc en fait ici on a notre dérivé halogéné, donc on va récupérer donc ceci, donc PFI3 et le plus ici et le moins ici pour avoir l'hydrure. Et donc cette hydrure, on va le faire réagir sur le carbonyle qu'on a obtenu précédemment. Donc je vais redessiner le carbonyle. Voilà, pour une synthèse donc de Wittig. Donc on l'a fait plusieurs fois. On a l'addition nucléophile qui est ici, et donc on va obtenir la liaison carbone-carbone ici. Et en fait, je vais directement écrire le produit parce que au bout d'un moment, il faut aussi savoir passer directement des réactifs au produit sans systématiquement refaire le mécanisme. Le mécanisme est là pour vous assister, pour comprendre ce qui s'est passé, mais on a le droit aussi un peu de s'en détacher. Donc là, on va obtenir donc l'alcène. Alors le carbone, je vais vous dessiner ce qui se passe. Donc on va essayer de perdre personne. Voilà. Donc on y va, on va vérifier qu'on a perdu personne. Donc moi, ce carbone-là, c'est celui-ci, d'accord? Et l'autre carbone, donc celui-là, il est ici, d'accord? Donc on vérifie qu'on a bien le bon nombre de carbone, hein. On avait, au départ, on n'avait que 2 carbones, entre guillemets, dans la partie du dérivé halogéné, hein. Ce carbone-là et celui de l'ester, il ne m'intéresse pas trop. Donc on en a 2, on en a toujours 2, et puis on a les 2 fois 3 d'avant. Voilà donc pour la réaction. Et donc la synthèse du produit sorbate de butyl. On passe à l'exercice suivant. Dans l'exercice suivant, donc dérivé halogéné, PFI3, Bulli, bon, on reconnaît bien sûr la préparation de l'hydrure. Donc l'hexane, je vais le noter, je vais pas le noter, allez, je vais le dessiner. On est parti, donc il nous faut 6 carbones. Voilà, 6 carbones. Et donc un dérivé halogéné qui est un dérivé chloré. Voilà, on rajoute donc PFI3 et butylithium, donc pour avoir donc directement l'hydrure. Voilà. Donc là on a notre réactif de Wittig, hein, qui est prêt, donc il nous faut bien sûr un carbonyle pour faire joujou avec. Et là on voit que donc cette hydrure A, on l'oppose à ce composé là. Alors c'est étrange parce que dans ce composé là, je ne vois pas de carbonyle. On est bien d'accord. Je vais le dessiner dans le même ordre. Voilà, comme ceci. Voilà. On ne voit pas de carbonyle. En revanche, la fonction qui est présente dans cette molécule-là, si vous la reconnaissez, c'est un hémiacétal. Et l'hémiacétal, c'est comme dans le glucose, quand il est cyclique, d'accord, on sait qu'il est en équilibre avec sa forme ouverte, et donc sa forme ouverte, eh ben, c'est la suivante. D'accord, donc je repère le carbone, qui est le carbone, donc justement ici, qui est ce carbone-là, et qui est donc celui qui a subi donc l'hémiacétalisation. Alors évidemment, l'hémiacétalisation, c'est en catalyse acide, mais en gros, on crée la liaison à ce niveau-là, hein, via une addition nucléophile. Donc on a bien un dérivé halogéné qui va pouvoir réagir avec donc l'hydrure. Alors ici, j'ai des carbones, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, et je crée donc la liaison
entre les deux. Donc un alcène. Alors on va essayer de ne pas se tromper. Donc, OH, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Je crée l'alcène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, et voilà, ça devrait être bon, j'ai mon compte. On vérifie à la fois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, les 6 carbones de la partie, donc, de la partie ici de l'ylure, les 5 qui sont dans l'hémiacétal, hein, et je récupère donc normalement cette molécule-ci. Donc ça, c'est le composé B. L'alcène est de configuration Z. Bon, mince, je me suis trompé. Il faudrait ici le dessiner de configuration Z. Donc, alors c'est un peu chiant parce que la molécule va être un peu tordue. Parce qu'elle va repartir comme ça. Allez. Donc, OH, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt... puisqu'il est de configuration Z. Donc ça, c'est le composé B. Voilà. On lui oppose de l'oxyde de chrome avec de la pyridine. Donc là, on sait qu'on va avoir une oxydation douce. La seule fonction qu'on peut oxyder, bien sûr, c'est l'alcool en aldéhyde. Et donc, je passe comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est C. Et ensuite, on lui fait l'action d'un organe magnésien. Alors, aussi très long, puisqu'il a 10 carbones. Et bon, je vais noter tout ce groupe-là, R, hein, et on va finir comme ça, ce sera plus simple. Donc, on repart sur un RMGX, avec R qui possède 10 carbones. On fait donc la classique addition nucléophile. Et donc, on se récupère, après hydrolyse, hein, bien sûr, on se récupère l'alcool, le R qui s'est fixé là, et donc la suite qui n'a pas bougé. Voilà, donc ça c'est D, si je ne me suis pas trompé, avec R bien sûr qui est en C10, hein, puisqu'on avait 10 carbones ici dans le dérivé organe magnésien. Et dernière étape, donc on oxyde à nouveau la seule fonction oxydable, donc l'alcool, et on récupère donc une cétone. Une cétone donc avec 10 carbones. Donc 10 carbones, 2, 4, 6, 8, 10. Si je ne me trompe pas. L'acétone, 5 carbones. 1, 2. Oh là, c'est compliqué. 1, 2, 3, 4. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, donc 10. 1, 2, 3, 4, 5, si je ne me trompe pas. En Z. 2, 4, 6. Ça devrait être quelque chose comme ceci. Alors, pour voir si on s'est trompé, on va quand même regarder où est-ce qu'on a créé nos différentes liaisons. Donc la dernière liaison que j'ai créée ici, là, elle était là, d'accord, donc c'est celle-ci. Et donc ici, je dois avoir 10 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est ceux qui sont apportés par l'organe magnésien. De l'autre côté, ici, je dois en avoir 5. C'était ceux qui étaient apportés donc, par l'hémiacétal. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, je dois en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, a priori, je dirais que c'est bon. On peut vérifier avec le nom proposé dans la correction, enfin dans le sujet. Voilà pour cette dernière synthèse, et donc la dernière synthèse de chimie organique de l'année. Merci à vous.